Donc voilà, le problème qu'on va traiter dans cette présentation, c'est celui à nouveau des variations du niveau de la mer globale. Donc les marégraphes sont mal distribués, et le problème qui nous intéresse tout particulièrement ici, c'est celui des mouvements verticaux du sol qui peuvent affecter ces marégraphes. Et donc, classiquement, ce que font les collègues de l'Université de La Rochelle, c'est de assembler toutes les données GPS qui existent, qui sont voisines de marégraphes, et regarder en fait si les marégraphes, certains marégraphes sont affectés par des mouvements du sol. Donc il y a des choses qui sont corrigées par des modèles, comme par exemple les effets du GIA, donc du rebond isostatique post-glaciaire en Scandinavie, en Amérique du Nord. Et puis il y en a d'autres qui ne peuvent pas être corrigées par des modèles, et donc on a absolument besoin d'observation. Donc typiquement les GPS qui sont montrés là, par exemple des effets tectoniques ou alors d'extraction d'eau souterraine. Alors le problème, c'est que les GPS dont on dispose sont rarement situés exactement à côté des marégraphes. Et donc là, on a un exemple, on va dire extrême, à La Réunion, où le GPS est situé en fait entre le massif du Piton de la Fournaise et le massif du Piton des Neiges, dans des secteurs alluvionnaires. Le GPS mesure une subsidence de 4 mm par an, mais elle n'est représentative que de ce secteur immédiat, puisque, par exemple, si on regarde les données de nivellement, on voit que ce secteur-ci est en subsidence, celui-ci est en surrection, ça paraît logique vu que c'est le massif actif, et puis celui-ci serait plutôt stable. Donc on voit qu'on a un problème, et on a un problème général qui est, finalement, une fois qu'on a la donnée GPS, comment faire pour relier la mesure du GPS, qui nous donne finalement une position des mouvements verticaux du sol, à la mesure marégraphique qui mesure le niveau de la mer? Est-ce qu'on peut trouver un lien entre ces deux mesures? Alors l'approche sur laquelle on a travaillé avec Guy Voppelmann, Daniel Rocoul, etc., c'est l'utilisation des données radar. Donc là, ici, on a le satellite Envisat, et cet instrument-là, c'est le radar imageur HAZAR, qui donc envoie un signal vers la Terre. Ce signal est rétrodiffusé, et il analyse le signal rétrodiffusé, donc il est partiellement rétrodiffusé, évidemment. Et voilà, donc ça c'est typiquement quand vous avez une image radar, vous avez une image d'intensité où les points brillants, ce sont des points qui sont très bien réfléchis par le sol, et les parties noires, ça va être des zones où justement le signal radar n'est pas réfléchi, et donc ça va être typiquement de l'eau ou des zones très, très lisses. Et nous, ce qui se passe, c'est que il y a deux signaux intéressants dans le signal radar, c'est l'intensité qui est là, et puis la phase. La phase, donc, qui est proportionnelle au chemin optique du signal, mais modulo 2π. Voilà. Donc ce qu'on va faire quand on va utiliser deux passages du satellite, le satellite va passer 2 fois, on va faire la différence entre les phases d'image radar, et on va obtenir un interférogramme, et donc chaque frange va correspondre à un déplacement de 2,8 cm. Et donc on va compter les franges pour obtenir finalement une déformation qui sera exprimée en centimètres et qui sera plus modulo 2π, qui sera une vraie déformation. Voilà, donc voilà, dans la phase, on a une composante topographique, une composante liée au mouvement du sol, une composante atmosphérique, une composante orbitale et une composante qui est liée à l'ellipsoïde et du bruit. Et en fait, on va essayer d'isoler cette composante-là par des traitements en fait, c'est par exemple, typiquement en première approche, juste des moindres carrés. Alors, un premier exemple. Donc c'est à Manille. Manille, on a le marégraphe qui est situé dans le port, et puis un GPS qui est à 12 km. Et quand on regarde les résultats de l'analyse d'interférométrie radar, on voit des zones alors voilà, là c'est la baie en fait, hein. Donc la partie noire, c'est celle qui est mal rétrodiffusée par le radar, c'est la baie de Manille. Et puis là on a la montagne, et puis là on a la ville. Donc les zones rouges, ce sont des zones en subsidence qui, en fait, on sait qu'il y a des extractions d'eau souterraine dans cette ville, et donc c'est des subsidences de plusieurs centimètres par an. On voit pas mal de choses dans ces images. On voit aussi les effets de la faille de Macrina. En fait, cette faille, ce qu'on voit, c'est pas le déplacement de la faille, c'est le fait que dans ce secteur-là, il pompe un peu plus que dans ce secteur-là, et donc il y a un peu plus de subsidence, et la faille agit comme une barrière en fait. Alors si on s'intéresse un peu plus près au marégraphe, il y avait un autre GPS en fait qui faisait des mesures qui étaient seulement à 1,7 km du marégraphe, et on voit que ce GPS il n'est pas représentatif non plus de ce qui se passe au niveau du marégraphe. Et puis si on regarde là c'était 1990, si on regarde les années 2000, on voit que la situation s'est aggravée avec une accélération de la subsidence dans ces secteurs-là. Et voilà, donc on a plutôt une situation qui a tendance à s'aggraver au regard des mesures géodésiques.
Et donc là, si on fait entre 1993 et 2010 sur Manille, on voit que en fait c'est pas du tout linéaire dans le temps. En fait, on a des secteurs, des périodes où on a plus d'extraction que d'autres, des secteurs où on a de l'extraction où après les extractions d'eau souterraine sont arrêtées, et puis d'autres qui sont reprises dans d'autres secteurs. Donc c'est pas du tout linéaire. Et tous les instruments géodésiques, donc la station de Doris, le GPS et le marégraphe, sont affectés par ces mouvements verticaux du sol. Donc pour l'étude du niveau de la mer, on ne peut rien en faire. Et bon, là, effectivement, c'est pas un exemple qui avait été choisi au hasard. C'était les choses qui étaient déjà soupçonnées par les gens qui étudient le niveau de la mer. Là, c'était un article de Álvaro Santamaría Gómez en 2012, qui avait bien mis en évidence qu'à partir des années 50, on a des extractions d'eau souterraine qui causent probablement une subsidence de l'ordre du centimètre par an au niveau du marégraphe. Donc, l'enjeu pour nous, évidemment, c'est pas juste de trouver des marégraphes sur lesquels on va avoir des difficultés de mesure et qu'on va être obligé de rejeter finalement, mais c'est de qualifier des sites qui sont plutôt pertinents pour la marégraphie. Et pour cela, en fait, l'enjeu, c'est d'avoir Là, ici, on avait avec des précisions centimétriques, cela suffit. Mais l'enjeu pour nous, c'est de tomber à des précisions qui descendent au niveau du millimètre et si possible en dessous. Et donc pour cela, on a une deuxième technique qui s'appelle la méthode des réflecteurs persistants, qui utilise exactement les mêmes images radar, mais en fait qui va procéder de manière très différente pour les traitements. C'est-à-dire que dans les images radar, vous avez des points brillants. Ce sont en fait à l'intérieur d'un pixel, vous avez des objets qui ont une géométrie telle qu'ils renvoient très bien le signal vers le radar du satellite. Donc en fait on a un point qu'on appelle un réflecteur persistant qui va que l'on va utiliser. C'est sur ces points-là qu'on va faire des traitements interférométriques. Et en fait, pour ces traitements interférométriques, bon, évidemment, on fait l'interférogramme, mais surtout, ce qu'on va faire, c'est qu'itérativement, on va améliorer notre estimation des mouvements du sol et de la topographie en utilisant le fait que les différentes composantes de la phase n'ont pas les mêmes caractéristiques en termes de corrélation temporelle et de corrélation disons, spatiale. Alors un exemple tout bête, le principal problème qu'on a en général, c'est la phase atmosphérique, la composante atmosphérique de la phase. Et ben elle est décorrélée temporellement parce que les nuages ne sont pas au même endroit d'une scène à l'autre. Et par contre, elles sont corrélées spatialement parce que un nuage a une certaine extension spatiale. Donc c'est comme ça qu'on va se débarrasser finalement des signaux de la phase qui ne nous intéressent pas. Et alors il faut quand même se méfier de ces méthodes PSI. Parce que le problème de ces méthodes, c'est qu'on est obligé de faire des hypothèses sur la nature de la déformation. Donc typiquement, on va supposer que la déformation est linéaire et faible. Et si on ne connaît pas le site, si on ne connaît pas très bien la déformation, on peut manquer en fait la déformation réelle. Donc typiquement, il y avait eu un exercice qui avait été fait en 2009, entre 2006 et 2009, qui consistait pour 8 équipes qui produisaient des données interférométriques, à regarder à Gardanne, qui est un site minier à côté de Marseille, qu'est-ce qu'ils obtiennent finalement comme déformation sans connaître du tout le site. En fait, la plupart ne trouvaient pas de point PS dans cette zone-là parce que l'hypothèse de base c'était que la déformation était linéaire. Or, c'était pas une déformation linéaire, c'était une déformation en échelon, en fait, c'est-à-dire un sol qui s'enfonce et puis après une extension de la déformation. Ça, c'est lié à la nature de l'extraction minière en dessous. Donc la plupart des équipes n'étaient pas capables de voir la déformation, alors que l'interférométrie radar classique, elle la voyait bien. Donc ce genre d'étude, en fait, à un moment, a posé quand même des problèmes. On voit bien que le PSI seul ne peut pas répondre à toutes les questions. Donc la recommandation qui avait été faite, c'était tout d'abord commencer par faire de l'INSAR conventionnel, donc ce genre d'étude, pour voir où est la déformation, quelle est sa nature, etc. Et puis dans un deuxième temps, on va faire du persistent sectorial interferometry seulement si les mouvements verticaux sont faibles, donc millimétriques. Et donc c'est ce qu'on a fait à Alexandrie. Donc à Alexandrie, on a un marégraphe qui est dans le port, un GPS qui est situé à un peu plus de 3 km, et c'est dans un secteur... Voilà. Et les résultats, donc, ils sont là. Alors, l'INSAR classique, on suit nos recommandations. Donc, l'INSAR classique, on montre qu'il y a une petite subsidence sur les bords du lac Mariut. Il montre que pour l'essentiel, le reste de la ville est relativement stable, à l'exception peut-être de cet ancien Tambolo. Et il montre que le GPS permanent et le marégraphe subissent un mouvement qui est en fait que l'on a estimé à 0,6 mm par an. C'est-à-dire que le marégraphe subside de 0,6 mm par an par rapport au GPS.
Et en fait, si on corrige un peu mieux si on fait quelques hypothèses sur l'erreur qu'on a sur les orbites, on tombe à 0,4 mm par an. Et 0,4 mm par an, c'est exactement la valeur qui a été obtenue par une méthode différente qui a été faite par Marta Marcos et Guy Voppelmann pour estimer la subsidence au niveau du marégraphe. Donc en utilisant le fait qu'on a l'altimétrie satellitaire et la donnée marégraphique qui nous permettent de calculer des subsidences. Donc ça marche tellement bien que c'en est surprenant. Et on peut proposer une interprétation, on va dire géologique, de ces mouvements observés. Disons que le mouvement principal observé, c'est celui-là en fait. Hein. C'est au niveau du lac Mariut, où effectivement là, c'est assez clair que c'est des zones sur lesquelles on peut observer de la subsidence. C'est des marais, etc., asséchés. Et puis il y a cette zone-là qui correspond à un ancien tombolo. Donc voilà, quand Alexandre le Grand est arrivé, il y a Plutarque qui décrit l'existence de ce tombolo à l'arrivée d'Alexandre le Grand. Et il subside aujourd'hui de 1 mm par an. Voilà. Alors maintenant, on a montré qu'on était capable, a priori, de tomber à des précisions qui sont submillimétriques. Bon, je pense qu'il faut être honnête, hein, c'est pas en dessous de 0,5 mm par an. Et l'idée, c'est de dire quels sont les marégraphes qui nous intéressent qu'il faut observer en priorité. Évidemment, ce n'est pas les zones où on a beaucoup de marégraphes, c'est plutôt les zones où justement on dispose de peu d'informations marégraphiques. Donc voilà, Guy Voppelmann nous avait alerté très tôt sur le cas de Dakar. Et donc Dakar, on a une géologie complexe avec un système volcanique, des alluvions, des sables éoliens et marins, un petit peu de Marne et Haussène. On a aussi un développement de la ville qui est extrêmement rapide, puisque entre 1935, il y avait 130 000 habitants, et puis aujourd'hui, 3 millions d'habitants. Il y a eu un développement urbain très rapide, il y a eu des extractions d'eau qui étaient situées dans ces secteurs-là au début, qui après se sont déplacées vers le nord de la nappe quaternaire, et puis qui après, c'était moins les eaux souterraines, mais plus d'autres sources d'approvisionnement qui alimentaient la ville. Tout ça pour dire que j'étais absolument certain de trouver de la subsidence à Dakar, et en fait je me suis trompé, il y a très peu de subsidence, c'est très surprenant, et en fait la seule subsidence qu'on observe, c'est sur la partie nord du port, où on voit en fait qu'il y a il y a eu une extension de ce port, il y a des travaux qui ont été effectués, et on voit effectivement une subsidence de l'ordre de 1 à 2 mm par an. Tout le reste est relativement stable. Et on a une précision là qui est de l'ordre de 2 mm par an. Donc c'est sur deux périodes, une période qui correspond au satellite ERS, une autre période qui correspond au satellite Envisat. Il me reste combien de temps là en fait ? 2 minutes. Donc il y a une astuce qui permet en fait d'avoir des tendances sur 2003-2010 et donc de tomber à des niveaux de précision qui sont de l'ordre de 1 mm par an. Et donc ce qu'on constate, c'est que Dakar, c'est quand même un site qui est plutôt favorable à la mesure de la marégraphie. Il y avait d'autres études qui avaient essayé d'estimer les mouvements verticaux du sol en utilisant les GPS, la station Doris, éventuellement l'altimétrie moins la marégraphie. Finalement, toutes les estimations étaient entre 0 et plus 2 mm par an, donc soit stable, soit en surrection. Et finalement, l'INSAR fait le lien entre tout ça, si on tient compte de toutes les erreurs des méthodes. C'est finalement on peut considérer en première approche qu'au millimètre par an près, tous les instruments suivent la même vitesse. Voilà. Donc la question c'était les apports de l'INSAR pour la mesure des mouvements verticaux du sol en zone urbaine côtière. Donc l'application pour l'évaluation de la stabilité des marégraphes, ça permet de mesurer les déformations du sol jusqu'à une fraction de millimètre par an dans de bonnes conditions. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est qu'à Dakar, on n'avait pas assez d'images pour faire du PS. C'est pour ça qu'on était obligé de faire de l'interférométrie classique. Donc ça pose le problème de l'archive d'images depuis 1993. Dans certains sites, en fait, on manque d'archives et il y a vraiment besoin de définir une bonne mission de base pour les satellites radars, comme Sentinel-1 là, de l'ESA là, qui a été lancé, là, qui tourne depuis un an et demi, pour que en fait, les sites marégraphiques importants soient bien observés. Donc je pense qu'il y aurait quelque chose à faire là. Il y a une deuxième application à laquelle on peut s'intéresser, c'est finalement, est-ce que ces mouvements verticaux du sol, ils sont intéressants pour la question de l'adaptation au changement climatique, en se rappelant que depuis 2011, les plans de prévention des risques littoraux intègrent un scénario de 60 cm d'élévation au niveau de la mer. Et là, en fait, je compare en fait, les effets des mouvements du sol en 2100 par rapport au scénario du GIEC en 2100 et puis par rapport
Ça, c'est le niveau des plans de prévention des risques littoraux. On voit qu'il est finalement, il est pas décidé si mal que ça, puisque ça correspond, finalement, on a 2/3 de chance d'être en dessous si on limite les émissions de gaz à effet de serre au scénario RCP 2.6. Et alors on voit qu'à Manille, évidemment, les mouvements du sol sont tellement importants que la seule chose qui compte, c'est les extractions d'eau souterraine. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là, au niveau des politiques publiques? À Alexandrie, à Dakar et dans beaucoup de sites, on va être dans des zones qui vont nous amener à ajouter ou retirer 20 cm. Mais l'idée générale, c'est que quand même, ces mouvements verticaux du sol, en zone côtière, ils sont très mal connus. Et qu'en combinant des observations géodésiques, il devient possible de les évaluer, mais que pour cela, effectivement, on a besoin de mener ces observations. Donc merci de votre attention.